Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, une image revient, sans raison apparente, un visage entrevu dans la rue, une lumière à travers une fenêtre, une silhouette dans le lointain. Elle ne nous quitte pas. Elle reste là, quelque part entre la pensée et la sensation. Ni souvenir précis, ni imagination pure, juste une présence. Nous ne l'avons pas choisie, elle s'est installée. Et quand nous fermons les yeux, elle est encore là, fidèle, silencieuse, insistante. Ce soir, nous allons contempler ce mystère, non pas pour le résoudre, mais pour l'accompagner, pour comprendre peut-être que certaines images ne sont pas seulement à nous, qu'elles appartiennent à quelque chose de plus vaste, à une mémoire qui dépasse notre propre vie. Installez-vous confortablement, laissez votre respiration se ralentir et laissez ces images venir, sans les juger, sans chercher à les effacer. Elles ont peut-être quelque chose à nous dire, quelque chose qui ne se dit pas avec des mots. Les images qui demeurent. Il existe des images qui ne nous quittent jamais vraiment. Pas celles que nous conservons dans des albums, ni celles que nous gardons sur nos écrans, mais celles qui s'impriment sans notre consentement, qui apparaissent dans nos pensées sans que nous les ayons convoquées. Une route mouillée sous la pluie, la silhouette d'un arbre contre un ciel d'hiver, une main posée sur une table, un regard croisé dans le métro, des scènes ordinaires, banales même, et pourtant elles reviennent. Parfois, ce sont des fragments d'enfance, un couloir dans la maison familiale, la texture d'un tissu, la lumière filtrant à travers des rideaux, des détails insignifiants que nous pensions avoir oubliés, mais qui surgissent intacts des années plus tard. D'autres fois, ce sont des images plus récentes, un instant fugace qui aurait dû disparaître, mais qui s'est gravé, une ombre sur un mur, un reflet dans une vitre, une couleur particulière du ciel. Ces images ne sont pas nécessairement liées à des événements importants. Elles ne marquent pas toujours des tournants de notre vie. Elles ne portent pas forcément de charge émotionnelle évidente. Elles sont juste là, persistantes, fidèles. Et quand elles reviennent, elles amènent avec elles quelque chose d'indéfinissable. Pas exactement un sentiment, pas vraiment une pensée, plutôt une qualité d'être, une tonalité, une atmosphère intérieure. Nous pouvons essayer de les écarter, de penser à autre chose, de nous concentrer sur le présent, mais elles attendent, patientes, et dans un moment d'inattention, dans le silence avant le sommeil, dans une promenade solitaire, elles réapparaissent. Pourquoi ces images plutôt que d'autres? Pourquoi ce visage et pas celui-là? Pourquoi cette lumière et pas une autre? La question elle-même semble glisser entre nos doigts. Car ces images ne relèvent pas du choix, elles ne répondent pas à une logique claire. Elles sont comme des visiteurs qui reviennent sans prévenir, non pas pour nous déranger, mais peut-être pour nous rappeler quelque chose que nous avons du mal à formuler, mais que nous reconnaissons malgré tout. Il y a dans chaque vie des moments où le temps semble se suspendre, où l'ordinaire se charge soudain d'une densité étrange, où quelque chose d'invisible devient presque palpable. Ces moments ne durent pas, quelques secondes peut-être, une minute tout au plus, mais ils laissent une trace, et cette trace prend souvent la forme d'une image, pas une photographie, pas un souvenir, organisé avec un début et une fin, mais un fragment, un éclat, une présence figée hors du temps, comme si ce moment s'était cristallisé, comme s'il avait refusé de s'écouler avec le reste. Ces cristallisations ne se produisent pas selon notre volonté. Nous ne décidons pas de ce qui restera, nous ne choisissons pas ce qui se grave. C'est quelque chose d'autre qui choisit, quelque chose en nous, mais qui n'est pas vraiment nous. Une intelligence silencieuse, plus ancienne que notre pensée, plus profonde que notre conscience ordinaire. Cette intelligence,
sait des choses que nous ignorons. Elle reconnaît des qualités que nous ne savons pas nommer. Elle capte des résonances que notre esprit rationnel ne perçoit pas. Et quand elle rencontre quelque chose qui résonne, elle le retient, elle le grave, elle le préserve, pour que nous puissions y revenir encore et encore. Mais revenir à quoi exactement? À un moment du passé, à une émotion perdue, à un état d'être oublié, peut-être, ou peut-être à quelque chose qui n'a jamais vraiment été dans le temps, quelque chose qui utilisait simplement ce moment pour se manifester, quelque chose qui existait avant et existe encore. Les images qui reviennent portent peut-être cette double nature. Elles sont à la fois ancrées dans un instant précis et complètement intemporelles. Elles nous ramènent à ce qui s'est passé, tout en nous ouvrant à ce qui est toujours. La mémoire silencieuse. Notre mémoire fonctionne de façon étrange. Elle ne conserve pas tout, elle ne retient pas nécessairement ce qui semble important. Les grands événements peuvent s'estomper, les dates importantes devenir floues, les noms s'effacer, mais un détail infime persiste. Les chercheurs qui étudient la mémoire humaine observent cette particularité depuis longtemps. Nous retenons certaines images avec une clarté extraordinaire, alors que d'autres, pourtant plus significatives en apparence, disparaissent. Ce n'est pas une question d'importance objective, ni de répétition, ni même d'intensité émotionnelle. Certaines images se gravent simplement, comme si elles portaient en elles une qualité particulière, une densité, une présence, quelque chose qui résonne au-delà de leur contenu apparent. Dans les études sur la perception et la mémoire, on découvre que le cerveau privilégie certains types d'informations. Les visages, les mouvements, les contrastes de lumière, les configurations qui suggèrent un danger ou une opportunité. Ces éléments sont traités en priorité, enregistrés avec plus de précision. C'est un héritage de notre évolution, une nécessité de survie gravée dans nos circuits neuronaux. Mais cela n'explique pas tout. Cela n'explique pas pourquoi nous gardons l'image d'une fenêtre particulière, d'un coin de rue sans importance, d'une tache de lumière sur un plancher. Ces images ne servent à rien en termes de survie. Elles ne contiennent aucune information utile pour naviguer dans le monde. Et pourtant, elles demeurent. Il semble exister une mémoire parallèle. Une mémoire qui ne s'intéresse pas aux faits, ni aux événements, ni à ce qui peut être raconté, mais à quelque chose d'autre, à une qualité d'expérience, à une texture du réel, à un moment où quelque chose s'est révélé, même si nous ne savons pas quoi. Les neuroscientifiques parlent de différents systèmes de mémoire dans le cerveau. La mémoire déclarative qui stocke les faits et les événements que nous pouvons décrire, la mémoire procédurale qui enregistre les savoir-faire et les automatismes. Mais il existe aussi des formes de mémoire plus subtiles, plus difficiles à catégoriser. Des traces qui ne sont ni des faits ni des compétences, mais plutôt des tonalités, des atmosphères, des qualités de présence. Ces traces ne forment pas de récit. Elles ne s'inscrivent pas dans une chronologie, elles ne se prêtent pas au langage. Elles flottent, disponibles, intemporelles, comme si elles attendaient d'être comprises autrement, pas par la pensée, mais par une forme de reconnaissance plus profonde. Il arrive que nous rencontrions une nouvelle image qui ressemble à une ancienne, pas identique, mais porteuse de la même qualité, de la même lumière, de la même présence. Et alors, quelque chose se produit, un écho, une résonance, un frisson de reconnaissance, comme si l'image ancienne reconnaissait la nouvelle, comme si elles appartenaient à la même famille invisible, à la même lignée souterraine. Cette reconnaissance nous dit quelque chose d'important. Elle nous dit que les images ne sont pas isolées, qu'elles ne sont pas des fragments dispersés au hasard. Elles forment des constellations, des réseaux de sens, des familles sokomi de présence. Et ces constellations dessinent peut-être une carte de notre paysage intérieur, une topographie de ce qui nous touche, de ce qui nous habite.
Nous ne créons pas consciemment cette carte. Elle se forme toute seule, au fil des années, au fil des rencontres. Chaque image qui se grave ajoute un point, trace une ligne, révèle un territoire. Et peu à peu, une géographie se dessine. Une géographie qui n'est pas celle du monde extérieur, mais celle du monde intérieur, avec ses vallées et ses sommets, ses zones d'ombre et ses clairières, ses passages secrets et ses impasses. Les images sont les repères de cette géographie, les points de reconnaissance, les lieux où nous pouvons nous retrouver. Et peut-être que c'est pour cela qu'elles reviennent si souvent, non pas parce qu'elles sont importantes en elles-mêmes, mais parce qu'elles sont des portes vers ces territoires intérieurs, des passages vers ces régions de nous-mêmes que nous visitons trop rarement. Certaines personnes développent au fil du temps une relation consciente avec ces images. Elles apprennent à les reconnaître, à les accueillir, à comprendre ce qu'elles signalent, non pas intellectuellement, mais intuitivement. Elles savent que quand telle image revient, c'est qu'il se passe quelque chose qui demande attention, quelque chose qui cherche à émerger. L'image devient alors un langage sans mots, un langage de présence et d'atmosphère. Et ceux qui apprennent à le parler découvrent une richesse insoupçonnée, une forme de connaissance qui ne passe pas par la raison, qui ne se formule pas en concept, mais qui est peut-être plus vraie que toutes les explications. Ceux qui traversent les âges. Certaines images reviennent dans l'humanité entière, pas exactement les mêmes, mais des variations autour de formes similaires. L'arbre solitaire, la route qui disparaît dans la brume, l'eau calme reflétant le ciel, la porte entr'ouverte, la montagne au loin. Ces images apparaissent dans les peintures depuis des millénaires, dans les grottes ornées du Paléolithique, dans les fresques des temples antiques, dans les manuscrits médiévaux, dans les tableaux de la Renaissance, dans les photographies modernes. Elles traversent les cultures, les époques, les continents, comme si elles portaient en elles quelque chose d'universel, quelque chose qui parle à chaque être humain, indépendamment de son histoire personnelle. Les anthropologues qui étudient les mythes et les symboles à travers les cultures observent ces récurrences depuis longtemps. Ils remarquent que certaines images, certains motifs, certaines structures narratives apparaissent partout, chez des peuples qui n'ont jamais eu de contact, à des époques séparées par des millénaires, dans des contextes complètement différents. Et pourtant, les mêmes formes émergent. Comment expliquer cette universalité ? Certains chercheurs proposent que nous partagions tous une structure psychologique commune, une architecture mentale héritée de notre évolution. D'autres suggèrent que ces images reflètent des expériences universelles, la naissance et la mort, la lumière et l'obscurité, le passage du temps, des expériences que tout humain rencontre, quelle que soit sa culture, quelle que soit son époque. Mais peut-être y a-t-il quelque chose de plus profond ? Peut-être ces images ne sont-elles pas simplement des représentations d'expériences, mais des présences en elles-mêmes, des formes qui existent indépendamment de nous et qui se manifestent à travers nous, comme si l'humanité dans son ensemble était le lieu où certaines images se révèlent encore et encore, à travers différents yeux, à travers différentes mains. Dans l'art ancien, les images n'étaient pas conçues comme des créations individuelles. L'artiste ne cherchait pas à inventer, mais à révéler, à rendre visible ce qui était déjà là, dans un monde invisible, dans une dimension subtile. Les fresques des temples égyptiens suivaient des canons précis, transmis de génération en génération, parce qu'on croyait que ces formes n'étaient pas arbitraires, qu'elles étaient les reflets terrestres de réalité éternelle. Les icônes byzantines étaient peintes selon des règles strictes. Chaque couleur avait sa signification, chaque geste sa place, chaque proportion son importance. Parce que l'icône n'était pas une simple image, elle était une fenêtre, un passage vers le sacré.
Et pour que ce passage fonctionne, l'image devait avoir une certaine forme, une forme qui avait été éprouvée à travers les siècles. Cette conception peut nous sembler étrange aujourd'hui. Nous sommes habitués à penser que les images sont des créations subjectives, des expressions de la vision personnelle d'un artiste. Mais peut-être y a-t-il une vérité dans cette ancienne compréhension ? Peut-être certaines images ont-elles effectivement un pouvoir propre, une capacité à ouvrir quelque chose en nous, à nous relier à quelque chose de plus vaste. Les traditions spirituelles de différentes cultures connaissent ce pouvoir. Les mandalas tibétains, les yantras hindous, les labyrinthes médiévaux, les motifs géométriques islamiques. Ce ne sont pas de simples décorations, ce sont des outils, des supports de contemplation, des portes vers des états de conscience particuliers. Et ces images traditionnelles fonctionnent souvent de la même façon que les images personnelles qui nous poursuivent. Elles reviennent, elles persistent, elles se nous accompagnent, non pas parce que nous le décidons, mais parce qu'elles portent quelque chose qui a besoin d'être contemplé, encore et encore. Il existe peut-être un réservoir d'images, un fond commun à toute l'humanité, non pas un réservoir physique, mais un espace subtil où certaines formes existent, disponibles, attendant d'être captées, d'être incarnées, d'être manifestées. Et chaque être humain, selon sa sensibilité, selon son histoire, selon son moment de vie, capte certaines de ces formes, les reçoit, les laisse s'installer en lui. Les images personnelles qui nous poursuivent seraient alors comme des versions individualisées de ces formes universelles, teintées par notre expérience, colorées par notre histoire, mais reliées à quelque chose de plus ancien, de plus vaste, de plus profond que notre vie personnelle. C'est peut-être pour cela qu'elle nous touche si profondément. Quand nous contemplons l'image qui revient en nous, nous touchons non seulement notre propre mémoire, mais aussi une mémoire plus ancienne, la mémoire de l'espèce, la mémoire de tous ceux qui ont vu le même arbre solitaire, la même route dans la brume, le même reflet sur l'eau. Et à travers cette image, nous sommes reliés à tous ceux qui sont venus avant, à tous ceux qui viendront après, dans une chaîne invisible de contemplation qui traverse le temps. Le retour nocturne. Les images reviennent surtout la nuit, quand le bruit du jour s'éteint, quand les obligations se relâchent, quand la conscience commence à dériver. C'est dans ces moments que les images habituelles se dissolvent, les visages familiers, les lieux connus, les scènes récentes. Tout cela s'efface, et d'autres images prennent leur place. Des images plus anciennes, plus silencieuses, plus profondes, celles qui attendent toujours en arrière-plan, celles qui ne demandent rien, qui ne crient pas, mais qui sont toujours là, disponibles, patientes, dans l'état entre veille et sommeil, quand la pensée perd son contrôle, quand la logique se relâche, quand les frontières deviennent poreuses, ces images apparaissent plus clairement. Elles ne sont plus cachées derrière les préoccupations du jour, elles ne sont plus étouffées par le bruit mental, elles émergent, tranquilles, insistantes. Les chercheurs qui étudient le sommeil et les rêves observent que notre cerveau passe par différents états au cours de la nuit. Des états où la conscience ordinaire se dissout progressivement, où les barrières entre conscient et inconscient s'assouplissent. Dans ces états intermédiaires, des contenus habituellement inaccessibles deviennent disponibles. Des mémoires oubliées, des associations inattendues, des images venues d'on ne sait où. Parfois, ce sont des fragments de rêves anciens, des images qui sont apparues dans le sommeil il y a des années et qui reviennent encore, toujours les mêmes, avec la même qualité, la même lumière, la même atmosphère, comme si le rêve qui les a produites n'était jamais vraiment terminé, comme s'il continuait quelque part, dans une dimension parallèle au temps ordinaire, et que nous le retrouvions de temps en temps, comme on retrouve un lieu familier après une longue absence. D'autres fois, ce sont des images de la journée, mais transformées,
épurés, révélés dans leur essence. Un visage entrevu devient plus net dans le souvenir nocturne que dans la perception diurne. Un paysage aperçu prend une profondeur nouvelle. Un geste banal révèle une grâce inattendue. La nuit les retravaille, les distille, les purifie. Elle garde ce qui résonne, elle laisse tomber le reste, comme un alchimiste qui sépare l'essentiel du superflu. Cette sélection ne se fait pas consciemment. Nous ne décidons pas quelles images reviennent. Nous ne choisissons pas ce qui persiste. C'est quelque chose en nous qui choisit, quelque chose de plus profond que notre volonté, quelque chose de plus ancien que notre pensée. Une intelligence silencieuse qui trie, qui classe, qui préserve. Les traditions anciennes connaissaient ce processus. Elles savaient que certaines images montent naturellement, qu'elles viennent d'un lieu intérieur qui échappe au contrôle, et elles accordaient de l'importance à ces images. Dans de nombreuses cultures, les rêves étaient considérés comme des messages, non pas de puissances extérieures, mais d'une partie de soi-même plus sage, plus profonde. Une partie qui voit ce que la conscience ordinaire ne voit pas, qui sait ce que la pensée rationnelle ignore. Cette partie ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des images, avec des sensations, avec des atmosphères. Et quand nous sommes assez calmes pour l'écouter, assez silencieux pour l'entendre, les images arrivent. Elles ne cherchent pas à nous effrayer, elles ne veulent pas nous troubler. Elles viennent simplement nous rappeler quelque chose que nous avons oublié dans le tumulte du jour, quelque chose que nous savions mais que nous avons perdu de vue, ou quelque chose que nous n'avons jamais vraiment su, mais que nous reconnaissons malgré tout. Parfois, l'image qui revient est inconfortable. Elle porte une inquiétude, une tristesse diffuse, une nostalgie sans objet. Nous voudrions l'écarter, penser à autre chose, nous rendormir vite, mais elle reste. Et si nous la laissons rester, si nous ne luttons pas contre elle, si nous l'accueillons sans résistance, quelque chose se dénoue. L'inconfort se transforme, il devient présence, profondeur, silence habité. L'image cesse d'être une gêne, elle devient une compagne, une présence qui nous accompagne doucement vers le sommeil. D'autres fois, l'image porte une paix, une douceur, une lumière intérieure. Et alors, la nuit devient un refuge, un espace où cette image peut se déployer, où elle peut nous habiter sans être dérangée par le bruit du monde. Ces images-là, on ne les chasse pas, on les accueille, on les laisse nous bercer, comme une mélodie familière qui nous ramène à la maison, comme un parfum d'enfance qui nous apaise. Qu'elles soient douces ou inconfortables, les images nocturnes ont toutes quelque chose en commun. Elles viennent d'un lieu qui n'est pas tout à fait le nôtre, mais qui nous traverse. Elles appartiennent à une mémoire plus vaste, à un flux qui circule à travers tous les êtres. Et la nuit est le moment où nous sommes assez ouverts pour les recevoir, assez disponibles pour les laisser passer, assez silencieux pour entendre ce qu'elles murmurent. Car les images nocturnes murmurent toujours. Jamais elles ne crient, jamais elles ne forcent. Elles se contentent de se présenter encore et encore, avec la patience de ce qui sait que nous finirons par comprendre, ou du moins par accepter, que certaines choses en nous ne demandent pas à être comprises, seulement à être accueillies. L'image comme passage. Une image qui revient n'est peut-être pas une fin en soi. Elle ne cherche pas à s'installer définitivement. Elle ne veut pas nous envahir. Elle est peut-être un passage vers quelque chose que nous ne voyons pas encore, vers une compréhension qui ne s'est pas encore formée, vers une partie de nous qui reste dans l'ombre. L'image est le seuil, la porte, le pont. Dans les mythes de nombreuses cultures, les seuils sont des lieux importants. La porte entre deux mondes,
le pont au-dessus de l'eau, la lisière de la forêt, le rivage entre terre et mer. Ce sont des endroits où quelque chose change, où on passe d'un état à un autre, où une transformation devient possible. Et souvent, ces seuils sont gardés par des figures, par des symboles, par des images. L'image qui revient joue peut-être ce rôle. Elle marque un passage intérieur, une transformation silencieuse, un mouvement invisible. Nous ne franchissons pas ce seuil en une seule fois, nous y revenons encore et encore. Chaque fois, nous voyons l'image un peu différemment. Chaque fois, elle révèle quelque chose de nouveau. Ou plutôt, nous sommes capables de voir un peu plus, de recevoir un peu plus de ce qu'elle porte. Le passage n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une révélation soudaine. Ce n'est pas une transformation radicale. C'est un glissement lent, presque imperceptible, comme le déplacement d'une ombre au fil des heures, comme la maturation d'un fruit sur l'arbre, comme le passage graduel d'une saison à l'autre. Et l'image accompagne ce glissement. Elle ne le provoque pas, elle ne le dirige pas. Elle est simplement présente, témoin silencieux, repère stable dans un mouvement invisible, comme une étoile qui guide sans imposer de direction, comme un phare qui signale sans forcer le passage. Certaines personnes racontent qu'une image les a accompagnés pendant des années, une image qui revenait régulièrement, sans qu'elles comprennent pourquoi. Et puis un jour, quelque chose change, l'image ne revient plus, ou si elle revient, c'est différent. Elle a perdu son insistance, sa nécessité, son urgence silencieuse, comme si elle avait accompli ce qu'elle devait accomplir, comme si le passage était franchi. Mais nous ne savons pas toujours ce qui a été franchi. Le changement s'est fait sans mots, sans événement marquant, sans prise de conscience claire. Simplement, quelque chose n'est plus pareil. Nous sommes ailleurs, sans avoir bougé. Quelque chose en nous s'est déplacé. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose s'est transformé. L'image nous a fait traverser. Elle a été le véhicule, le fil conducteur, la présence qui nous maintenait reliés à ce processus invisible. Et maintenant qu'il est accompli, elle s'efface, discrètement, comme elle était venue, laissant la place à d'autres images, à d'autres passages, à d'autres transformations. Car le passage continue toujours. La transformation ne s'arrête jamais vraiment. Il y a toujours un seuil à franchir, toujours une profondeur à découvrir, toujours une part d'ombre à éclairer, toujours une part de lumière à intégrer. Et pour chaque seuil, il y a une image. Ces images ne viennent pas toutes en même temps. Elles arrivent quand nous sommes prêts, quand quelque chose en nous appelle ce passage particulier. Elles sont l'expression visible d'un mouvement invisible, la trace sensible d'une transformation intérieure, la manifestation concrète d'un processus subtil. Et si nous leur faisons confiance, si nous ne cherchons pas à les comprendre trop vite, si nous les laissons simplement être là, faire leur travail silencieux, elles nous guident, pas vers un but précis, pas vers une destination finale, mais vers une profondeur toujours plus grande, vers un silence toujours plus habité, vers une présence toujours plus pleine, vers nous-mêmes, dans notre vérité la plus profonde. L'image comme passage, non pas vers ailleurs, mais vers soi, vers ce qui en soi n'a pas encore été vu, ce qui n'a pas encore été rencontré, ce qui attend, patient, dans l'ombre intérieure. Et chaque fois que l'image revient, c'est une invitation douce à franchir le seuil, encore une fois, un peu plus profondément, un peu plus pleinement, jusqu'à ce que nous soyons de l'autre côté et que nous découvrions que l'autre côté n'était jamais vraiment séparé, que le passage était une illusion, que nous étions déjà là où nous devions être, que l'image nous ramenait simplement à ce qui a toujours été, ce qui ne peut être dit. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites avec des mots, des expériences qui échappent au langage,
des sensations qui résistent à toute description, des états intérieurs qui n'ont pas de nom. Pour ces choses, nous avons les images. Les mots nomment, ils définissent, ils séparent, ils catégorisent, ils tracent des frontières nettes entre les concepts, ils ordonnent le monde en compartiments, ils fixent ce qui est fluide. Mais certaines réalités refusent d'être ordonnées, elles débordent des catégories, elles se situent entre les mots, dans les espaces que le langage ne peut pas remplir. L'image ne nomme pas, elle montre, ou plutôt elle évoque, elle suggère, elle laisse place à l'indéfini, à l'ambigu, à ce qui peut être plusieurs choses à la fois. Une même image peut porter 1000 significations, et aucune en particulier. Elle peut dire tout et son contraire, sans se contredire. C'est pour cela que certaines images nous poursuivent. Elles portent ce qui en nous ne peut être dit. Une joie sans nom, une tristesse sans objet, une nostalgie pour quelque chose qui n'a jamais existé, un pressentiment de quelque chose qui n'arrivera jamais, des états intérieurs qui n'ont pas de place dans le discours ordinaire, mais qui sont pourtant réels, peut-être même plus réels que ce qu'on peut nommer. Quand nous essayons de parler de ces images, quand nous essayons de les expliquer à quelqu'un, les mots semblent toujours insuffisants, inadéquats, trop étroits. Nous disons « c'est une route », mais ce n'est pas vraiment la route qui compte. Nous disons « c'est un visage », mais ce n'est pas le visage en tant que tel. C'est quelque chose d'autre, quelque chose que le mot ne capture pas, quelque chose qui se situe au-delà ou en deçà du langage, dans une dimension que les mots ne peuvent atteindre. Les poètes le savent. Ils travaillent avec les mots, mais ils cherchent constamment à atteindre ce qui échappe aux mots. Ils créent des images verbales, des associations inattendues, des rythmes qui ouvrent des espaces entre les significations. Et dans ces espaces, quelque chose apparaît, quelque chose qui ne peut pas être dit directement, mais qui peut être suggéré, évoqué, ressenti. Les images visuelles fonctionnent de la même façon. Elles ne racontent pas, elles ne décrivent pas, elles ne représentent pas seulement, elles ouvrent un espace. Et dans cet espace, nous rencontrons ce qui en nous est sans mots, ce qui ne peut être pensé, seulement éprouvé, seulement vécu. C'est peut-être pour cela que nous ne pouvons pas nous débarrasser de ces images, parce qu'elles sont les seules apportent ce qui autrement serait perdu. Si nous les oublions, si nous les écartions, si nous refusions de les laisser revenir, une partie de nous disparaîtrait avec elles, une partie qui n'a pas d'autre moyen d'exister, pas d'autre forme de présence. Dans de nombreuses traditions, on considère que les rêves portent des messages importants, non pas des messages littéraux, non pas des prédictions claires, non pas des instructions directes, mais des communications d'une autre partie de soi, une partie qui ne parle pas la langue de la conscience ordinaire. Elle parle en images, en symboles, en sensations, en atmosphère. Et pour comprendre ces communications, il ne faut pas les traduire en mots. Il faut les laisser résonner, les laisser travailler en soi, les laisser se déployer dans le silence. Les images qui nous poursuivent à l'état de veille fonctionnent peut-être de façon similaire. Elles ne cherchent pas à être comprises intellectuellement, elles cherchent à être habitées, à être accueillies dans leur mystère, à être laissées libres de déployer leur présence. Et dans cette présence, quelque chose se révèle, pas à la pensée, mais à une forme de connaissance plus profonde, plus directe, plus vraie. Cette connaissance ne peut pas être mise en mots. Elle est immédiate, intuitive, silencieuse. C'est une reconnaissance, pas une compréhension. On reconnaît quelque chose, sans savoir exactement quoi. On sent que c'est juste, sans pouvoir dire pourquoi. On sait que c'est important, même si on ne peut pas l'expliquer. Et cette justesse suffit. Elle n'a pas besoin d'explication. Elle n'a pas besoin de validation externe. Elle n'a pas besoin d'être traduite en concept. Elle est sa propre évidence, sa propre vérité. Les images qui reviennent nous ramènent à cette évidence. Elles nous rappellent qu'il existe en nous des régions que le langage ne peut pas atteindre.
des profondeurs qui échappent à la pensée discursive, des vérités qui ne peuvent être formulées, des savoirs qui ne peuvent être enseignés, mais qui sont là, vivants, actifs, présents, et les images sont leur voix, leur langage, leur mode d'expression. Quand nous apprenons à écouter ce langage, quand nous cessons d'exiger des mots, quand nous acceptons le silence porteur de sens, nous découvrons une richesse insoupçonnée, tout un monde intérieur qui était toujours là, mais que nous ne savions pas voir, parce que nous cherchions à le comprendre au lieu de simplement le contempler. La fidélité des images. Les images qui nous poursuivent sont fidèles. Elles ne nous abandonnent pas, même quand nous les ignorons, même quand nous essayons de les oublier, même quand nous prétendons qu'elles n'existent pas. Elles attendent. Cette fidélité est remarquable. Nous vivons dans un monde qui change constamment. Les visages se succèdent, les lieux se transforment, les circonstances évoluent, les relations se modifient. Mais ces quelques images demeurent, inchangées, stables, présentes, constantes. On pourrait penser qu'avec le temps, elles s'effaceraient, que de nouvelles expériences les remplaceraient, que l'oubli naturel ferait son œuvre, que la vie les emporterait. Mais non, elles persistent. Parfois, elles semblent disparaître pendant un temps. Des semaines passent sans qu'elles reviennent, des mois peut-être, parfois même des années. Nous pensons qu'elles sont parties pour de bon, que nous sommes enfin libres, ou peut-être que nous les avons perdues. Et puis un jour, dans un moment inattendu, sans raison apparente, elles reviennent, intactes, avec la même clarté qu'au premier jour, la même présence, la même densité, la même force silencieuse, comme si elles n'avaient jamais été absentes, comme si elles avaient simplement attendu le bon moment, le moment où nous serions à nouveau capables de les recevoir. Cette fidélité n'est pas oppressante, ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une fixation morbide, ce n'est pas un poids, c'est plutôt une compagnie, quelque chose qui nous accompagne, qui fait partie de notre paysage intérieur, qui contribue à définir qui nous sommes, comme les étoiles fixes qui accompagnent le voyageur, comme le chant de la mer qui accompagne le marin. Nous changent au fil du temps, nos pensées évoluent, nos croyances se transforment, nos priorités se déplacent, nos valeurs se modifient, mais ces images restent, et paradoxalement, c'est peut-être parce qu'elles restent qu'elles nous permettent de changer. Elles sont des repères, des points fixes dans un flux constant, des ancres dans le courant. Nous pouvons dériver, explorer, nous transformer, nous aventurer dans l'inconnu, parce que nous savons que ces images seront toujours là, qu'elles nous attendent, qu'elles nous rappellent d'où nous venons, qu'elles nous ramènent à nous-mêmes quand nous nous perdons. Elles ne nous enferment pas dans le passé, elles ne nous empêchent pas d'avancer, elles ne nous retiennent pas prisonniers. Au contraire, elles nous ancrent, elles nous stabilisent, elles nous enracinent. Et de cet ancrage, nous pouvons nous élancer, prendre des risques, aller vers l'inconnu, parce que nous savons qu'il y a toujours un lieu où revenir, un espace intérieur qui demeure. Certaines personnes entretiennent une relation consciente avec ces images. Elles y reviennent volontairement, pas pour les analyser, pas pour les comprendre, pas pour les résoudre comme un problème, mais pour les visiter comme on visite un lieu familier, un lieu où on se sent chez soi, un lieu où on peut simplement être. Cette visite est une forme de méditation. On se pose, on se calme, on laisse l'image apparaître, on reste avec elle, sans attendre quoi que ce soit, sans chercher à en tirer quelque chose, sans agenda, simplement être là, avec elle, dans sa présence, dans son silence. Et cette présence apaise. Elle ne résout rien, elle ne change rien de concret dans notre vie, elle ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle crée un espace de calme, de silence, de profondeur, de paix.
un espace où on peut respirer autrement, où le temps ralentit, où l'agitation intérieure se dépose comme une eau qui se clarifie. La fidélité de l'image devient alors une ressource, quelque chose vers quoi on peut toujours revenir. Quand le monde devient trop bruyant, quand les pensées s'accélèrent et tourbillonnent, quand on se sent perdu dans le chaos, quand l'anxiété monte, l'image est là, fidèle, disponible, inchangée. Elle n'a pas bougé, elle nous attend, patiente comme toujours. Et peut-être que c'est cela qu'elle nous enseigne, la fidélité, non pas à une idée, non pas à une personne extérieure, non pas à un lieu du monde, mais à quelque chose en soi, quelque chose de stable, de permanent, de profond, d'essentiel, quelque chose qui ne change pas même quand tout change, quelque chose qui demeure même quand tout passe. Les images fidèles nous reconnectent à cette profondeur. Elles sont le pont entre notre surface agitée et notre fond calme, entre notre moi changeant et notre être permanent. Et chaque fois que nous les retrouvons, c'est nous-mêmes que nous retrouvons. Non pas le soi quotidien, non pas le soi social qui joue ses rôles, non pas le soi qui pense et planifie et s'inquiète, mais le soi plus vaste, plus silencieux, plus ancien, plus vrai, celui qui était là avant les mots et qui sera là après, celui qui observe tout le reste passer, sans bouger. L'image et le temps. Les images qui reviennent semblent échapper au temps. Elles ne vieillissent pas, elles ne se fanent pas comme les souvenirs ordinaires, elles ne perdent pas leur clarté avec les années. Une image gravée il y a 20 ans peut réapparaître aujourd'hui avec la même netteté qu'au premier jour, les mêmes couleurs, la même lumière, la même présence vivante, comme si le temps ne l'avait pas touchée, comme si elle existait dans une dimension où le temps ne coule pas de la même façon, ou peut-être pas du tout. Cette résistance au temps est remarquable. Nos souvenirs en général s'estompent, les détails deviennent flous, les couleurs pâlissent, les visages se confondent, les événements se mélangent. Mais ces quelques images persistent, intactes, vives, présentes, actuelles, comme si elles n'appartenaient pas vraiment au passé. Les recherches en neurosciences montrent que notre cerveau reconstruit constamment les souvenirs. Chaque fois que nous nous rappelons quelque chose, nous le modifions légèrement. Les souvenirs ne sont pas des enregistrements fixes, mais des reconstructions dynamiques. Ils évoluent avec nous, ils s'adaptent à notre compréhension présente, ils se colorent de nos émotions actuelles. Et pourtant, certaines images résistent à cette reconstruction. Elles restent étrangement stables, immuables. Peut-être parce qu'elles n'appartiennent pas vraiment au passé. Elles ne sont pas des souvenirs au sens ordinaire, des traces de ce qui a été, des vestiges d'un moment révolu. Elles sont plutôt des présences intemporelles, qui se manifestent dans le temps, mais qui ne sont pas définies par lui, qui touchent le temps sans en être prisonnières. Quand une image revient, elle ne nous ramène pas nécessairement à un moment précis, elle ne nous dit pas « tu étais là, à cette date, dans ces circonstances exactes ». Elle nous amène plutôt dans un présent particulier. Un présent qui n'est ni hier, ni aujourd'hui, mais qui est toujours, qui a toujours été, qui sera toujours. C'est comme si l'image créait son propre temps, un temps suspendu, un temps qui ne passe pas, un temps qui est simplement là, disponible, éternel dans sa présence. Et chaque fois que nous entrons dans l'image, nous entrons dans ce temps particulier. Nous sortons du flux temporel, habituel. Nous échappons à la course perpétuelle. Nous nous posons dans un maintenant qui ne finit pas. Les mystiques de différentes traditions parlent d'un temps qui n'est pas le temps ordinaire. Un temps qu'ils appellent parfois l'éternité, mais pas au sens d'une durée infinie. Plutôt au sens d'un maintenant qui ne finit pas, d'un présent qui contient tout, d'un instant qui s'ouvre sur l'infini. Les images qui nous poursuivent nous donnent peut-être accès à ce temps-là. Elles nous sortent du flux temporel habituel, le flux qui nous emporte toujours vers demain,
qui nous fait oublier hier, qui nous garde dans une course perpétuelle, qui nous empêche d'être vraiment présents. L'image nous arrête, elle nous fait poser, elle nous installe dans un présent différent, un présent qui n'est pas pressé, qui n'a nulle part où aller, qui peut simplement être pleinement, complètement. Et dans ce présent, quelque chose se révèle, non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui était toujours là, caché sous le mouvement, masqué par l'agitation, enfoui sous les couches du temps qui passe. L'image nous permet de le voir, de le toucher, de le reconnaître. C'est peut-être pour cela qu'elle revient si souvent, parce que nous oublions si facilement. Nous retombons dans le temps ordinaire, dans la course, dans l'oubli de ce qui est essentiel, dans la distraction perpétuelle. Et l'image nous rappelle, elle nous dit, il y a autre chose, il y a ce présent suspendu, il y a cette profondeur qui ne change pas, il y a cette paix qui est toujours disponible. Tu peux y revenir, toujours. Certaines images portent en elles une qualité d'intemporalité particulièrement forte. Ce sont souvent des images simples, dépouillées, épurées. Un arbre, une lumière, une silhouette, un horizon. Rien de spécifique, rien qui les rattache à une époque précise, à un lieu identifiable, à un contexte particulier. Elles pourraient être d'hier, d'aujourd'hui, de demain, d'il y a 1000 ans. Cette indétermination temporelle fait partie de leur pouvoir. Elles ne nous enferment pas dans un moment, elles nous ouvrent à tous les moments, à tous les temps. Elles sont comme des portes hors du temps. Et quand nous les franchissons, nous découvrons que le temps n'est pas aussi solide qu'il le semble, qu'il y a des brèches, des passages, des espaces où il ne règne pas, où il s'efface, où il révèle ce qui est au-delà de lui. Ces espaces, nous les connaissons tous. Ce sont les moments où nous nous perdons dans une contemplation, où nous oublions l'heure, où nous ne savons plus si 10 minutes ou 1 heure se sont écoulées, où nous sommes simplement présents, pleinement, sans mesure. Les images qui reviennent nous ramènent à ces moments. Elles sont des invitations à sortir du temps, à habiter un présent plus vaste, plus profond, plus vrai. Et peut-être que c'est leur véritable fonction, non pas de nous rappeler quelque chose du passé, mais de nous ouvrir à une dimension du présent que nous négligeons, une dimension où rien ne presse, où rien ne manque, où tout est déjà là, où tout est déjà accompli, une dimension de paix, de plénitude, de présence pure. Les images nous y guident, doucement, patiemment, fidèlement, encore et encore, jusqu'à ce que nous comprenions que le temps n'est pas notre maître, que nous pouvons nous en libérer, ne serait-ce qu'un instant, et que cet instant, c'est tout. Ce qui nous reconnaît. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont certaines images nous touchent. C'est comme si elles nous reconnaissaient. Pas nous en tant que personne particulière, pas notre nom, pas notre histoire personnelle, pas notre identité sociale, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui est en nous mais qui nous dépasse, quelque chose qui nous traverse, quelque chose d'universel et d'intime à la fois. Quand nous rencontrons une de ces images, il y a une reconnaissance mutuelle. Nous la reconnaissons et elle nous reconnaît. C'est une rencontre, pas avec quelque chose d'extérieur, mais avec quelque chose qui est à la fois en nous et au-delà de nous. Une présence qui nous habite et nous dépasse. Cette reconnaissance est immédiate. Elle ne passe pas par la réflexion. Elle ne nécessite pas d'analyse. Elle ne demande pas de temps. C'est un savoir direct, corporel, viscéral, instantané. On sait simplement que cette image nous concerne, qu'elle nous parle, qu'elle nous touche, même si nous ne comprenons pas ce qu'elle dit, même si nous ne savons pas pourquoi elle nous touche. Il existe peut-être des images qui portent une vérité universelle.
non pas une vérité conceptuelle, non pas une idée générale, non pas un principe abstrait, mais une vérité vivante, une vérité incarnée, une vérité qui se vit plutôt qu'elle ne se pense, quelque chose qui est vrai pour tous les humains, quelque chose qui traverse les cultures et les époques, quelque chose qui touche chaque être dans sa profondeur. Ces images reconnaissent en nous notre humanité commune. Elles ne s'adressent pas à notre personnalité superficielle, elles ne s'adressent pas à nos rôles sociaux, elles ne s'adressent pas à nos opinions ou nos croyances, elles s'adressent à ce qui en nous est le plus profond, le plus essentiel, le plus partagé. Et quand elles nous touchent, c'est cette profondeur qui répond, c'est cet essentiel qui résonne. Nous vivons la plupart du temps à la surface de nous-mêmes, dans nos rôles sociaux, dans nos préoccupations quotidiennes, dans nos pensées habituelles, dans nos masques nécessaires. Mais il y a en nous des régions que nous visitons rarement, des profondeurs que nous ne connaissons pas bien, des territoires intérieurs que nous avons oubliés. Les images qui reviennent sont comme des messagers de ces profondeurs. Elles montent du fond, elles traversent les couches de notre psyché, elles parviennent jusqu'à notre conscience ordinaire. Et là, elles nous disent, non pas avec des mots, mais par leur simple présence, que nous sommes plus vastes que nous le pensons, que nous contient des espaces insoupçonnés, que nous sommes reliés à quelque chose de plus grand que notre petit moi. Cette reconnaissance peut être troublante au début, parce qu'elle nous confronte à notre propre mystère. Nous aimons penser que nous nous connaissons, que nous sommes transparents à nous-mêmes, que nous savons qui nous sommes. Mais ces images nous rappellent que nous ne le sommes pas, qu'il y a en nous des régions obscures, des parts inconnues, des profondeurs qui échappent à notre compréhension, des mystères que nous ne percerons jamais complètement. Et pourtant, cette confrontation n'est pas menaçante, elle est plutôt libératrice, parce qu'elle nous libère de l'obligation de tout comprendre, de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout expliquer. Nous pouvons laisser le mystère être. Nous pouvons accueillir ce que nous ne comprenons pas, faire confiance à ce qui monte de nos profondeurs, respecter ce qui en nous dépasse. Les images qui nous reconnaissent deviennent alors des alliés. Elles ne sont plus des intrusions dérangeantes, des perturbations qu'il faut écarter, des gênes qu'il faut éliminer. Elles sont des guides, des compagnes de route, des présences amies qui nous aident à naviguer dans notre propre profondeur, qui nous accompagnent dans notre propre mystère, qui nous guident vers nous-mêmes. Et peut-être que c'est cela, finalement, qu'elles cherchent, non pas à nous dire quelque chose de précis, non pas à nous révéler un secret particulier, non pas à nous transmettre un message codé, mais simplement à nous reconnaître, à nous rappeler qui nous sommes vraiment, au-delà de nos masques quotidiens, au-delà de nos identités construites, au-delà de nos pensées sur nous-mêmes. Elles reconnaissent en nous ce qui est éternel, ce qui ne change pas, ce qui était là avant notre naissance et sera là après notre mort. Et cette reconnaissance est un cadeau, un rappel doux et persistant que nous sommes plus que ce que nous croyons être, que nous sommes reliés à quelque chose de vaste, d'ancien, de profond, d'intemporel, et que cette connexion ne peut jamais vraiment être perdue, seulement oubliée temporairement, voilée par le bruit du monde, masquée par l'agitation de la surface. Les images reviennent pour nous rappeler encore et encore, patiemment, fidèlement, jusqu'à ce que nous nous souvenions, jusqu'à ce que nous reconnaissions, jusqu'à ce que nous acceptions que nous sommes à la fois le visiteur et le visité, le chercheur et le cherché, l'image et celui qui la contemple. Le silence habité. Les images qui reviennent portent avec elles un silence particulier. Pas un silence vide, pas une absence de son, pas un néant sonore, mais un silence habité, plein, vivant, riche de présence. Quand une image apparaît dans notre esprit, elle amène avec elle
une qualité de silence. Les pensées se calment, le bavardage intérieur s'apaise, l'agitation mentale se dépose. Il y a un espace, une ouverture, une pause dans le flux constant. Et dans cet espace, l'image peut déployer sa présence. Ce silence n'est pas un arrêt, ce n'est pas une suspension de la vie, ce n'est pas une mort temporaire de l'esprit. C'est plutôt un approfondissement, une intensification, une concentration, comme si on descendait sous la surface agitée de l'esprit, vers des eaux plus calmes, plus profondes, plus transparentes. Dans ce silence, on peut entendre des choses qu'on n'entend pas d'habitude. Non pas des voix, non pas des messages verbaux, non pas des instructions claires, mais des présences, des qualités, des atmosphères, des nuances subtiles, quelque chose qui se situe en deçà des mots, quelque chose qui ne peut être exprimé que par le silence, quelque chose qui se perd si on essaie de le nommer. Les traditions contemplatives connaissent ce silence depuis des millénaires. Elles le cultivent, elles le cherchent, elles le protègent, parce qu'elles savent que c'est dans le silence que l'essentiel se révèle. Pas l'essentiel qui peut être pensé, pas l'essentiel qui peut être formulé, pas l'essentiel qui peut être enseigné, mais l'essentiel qui peut être vécu, éprouvé, incarné. Les images qui nous poursuivent sont des portes vers ce silence. Elles nous y conduisent naturellement, sans effort de notre part, sans technique compliquée. Nous n'avons pas besoin de méditer des heures, nous n'avons pas besoin de pratiques élaborées, nous n'avons pas besoin de formation spéciale. Il suffit de laisser l'image être là, de ne pas la chasser, de ne pas chercher à l'analyser immédiatement, de ne pas la transformer en problème à résoudre. Et le silence vient de lui-même. Dans ce silence, il y a une qualité de paix. Non pas la paix qui vient d'une résolution de conflit, non pas la paix qui suit une victoire, non pas la paix qui résulte d'un arrangement, mais une paix plus profonde, plus originelle, plus fondamentale. Une paix qui était toujours là, sous le bruit, sous l'agitation, sous la turbulence de surface. Une paix qui est notre nature même, notre fond véritable. L'image nous reconnecte à cette paix. Elle nous la rend accessible, elle nous la fait retrouver, elle nous la révèle. Et peut-être est-ce là sa véritable raison d'être. Non pas de nous montrer quelque chose d'extérieur, non pas de nous enseigner une leçon, non pas de nous transmettre un savoir, mais de nous ramener au silence, au calme, à la paix, à ce qui est toujours là quand tout le reste s'apaise. Et cette paix, nous en avons tous besoin, dans un monde qui ne cesse de nous solliciter, qui demande notre attention constante, qui remplit chaque instant de bruit et d'images multiples, qui ne nous laisse jamais vraiment tranquilles. Ces quelques images qui reviennent sont comme des refuges, des lieux où nous pouvons nous retirer, où nous pouvons retrouver le silence, où nous pouvons simplement être, sans devoir faire, sans devoir répondre, sans devoir performer. Elles ne nous demandent rien, elles ne nous jugent pas, elles ne nous évaluent pas, elles ne nous comparent à personne. Elles sont simplement là, disponibles, accueillantes, silencieuses, paisibles. Et dans leur silence, nous pouvons déposer le nôtre, tout ce que nous portons, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous agite, tout ce qui nous inquiète. Nous pouvons le laisser se poser, pas pour le résoudre, pas pour le comprendre, pas pour le faire disparaître, juste pour le laisser être dans le silence, dans la paix, dans l'acceptation tranquille. Et peu à peu, quelque chose se détend. Les tensions se relâchent, le souffle devient plus profond, le corps s'alourdit doucement, les pensées ralentissent, et nous glissons vers un sommeil qui porte encore la trace de l'image, qui est habité par son silence, qui est bercé par sa présence. Car finalement, c'est peut-être là que les images nous emmènent, vers le sommeil, vers le repos, vers l'abandon, vers le lâcher-prise. Elles sont des passages, des transitions,
des berceuses visuelles qui nous accompagnent de la veille au sommeil, de la conscience ordinaire au rêve, du bruit au silence, de l'agitation à la paix. Et quand nous nous abandonnons à elles, quand nous cessons de résister, quand nous acceptons leur présence, quand nous les laissons nous bercer, elles nous portent doucement vers ce lieu en nous où tout est calme, où tout est silencieux, où tout est paisible, ce lieu qui était toujours là, qui attend toujours, qui ne nous a jamais quittés. Laissez maintenant ces pensées se dissoudre, laissez les images venir si elles veulent, accueillez-les sans résistance, sans chercher à les comprendre, sans chercher à les écarter. Elles sont là pour vous accompagner, pour vous bercer, pour vous guider vers le sommeil. Respirez doucement. Sentez votre corps s'alourdir, sentez la paix s'installer et laissez le silence habiter des images vous envelopper. Si ce voyage vous a apaisé, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Dormez paisiblement, entouré par les images qui vous accompagnent, bercé par leur présence silencieuse, porté par leur fidélité tranquille. Bonne nuit